Bienvenue dans ce premier épisode solo du Divin des Patronnes que j'ai du coup appelé le canapé de la patronne. Alors comme tu peux le constater si tu vois cette vidéo, je ne suis pas dans un studio, je suis littéralement chez moi à l'endroit où je travaille sur mon propre canapé et je suis même en chaussettes comme tu peux le voir. Donc c'est un exercice qui est à la fois nouveau pour moi et assez inconfortable parce que je me retrouvais à parler pendant plus ou moins, j'aimerais une vingtaine de minutes. Mais l'idée, c'était de te livrer aussi mes propres coulisses, ce que j'apprends, ce que je comprends, et de me livrer à l'exercice du divin, c'est-à-dire de te livrer mes doutes, mes difficultés, pour que tu puisses à la fois pas te sentir seule et à la fois apprendre énormément, ce que je te souhaite, puisque c'est l'une de mes valeurs les plus fortes. Donc j'ai envie de te la transmettre et de te renseigner un max de choses du chemin que j'ai parcouru. D'ailleurs, c'est un format que j'aimerais qu'on crée ensemble, donc si jamais il y a des sujets que tu vois en particulier, que tu as envie que je traite, je peux le faire. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode pour que je puisse voir ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux créer encore de mieux et surtout pour me donner de la force parce que là, tout de suite sur Woken Up, je me demande un peu ce que je fais. Maintenant, parlons vrai, parlons bien. On va parler du tremplin des entrepreneuses, qui est le 5e challenge que j'organise. Donc tout d'abord, je voudrais te donner des éléments de contexte. Qu'est-ce que c'est qu'un challenge, pourquoi je fais ça fait combien de temps, etc. Deuxièmement, je te partagerai des chiffres. Oui, des chiffres, les vrais. On va parler de thunes, on va parler aussi équipe. Je vais vraiment te livrer tout ce qu'il y a derrière cette expérience. Je te parlerai après de 2 leviers. Un premier levier qu'on appelle l'acquisition, c'est-à-dire comment on fait connaître ce qu'on fait. Et le deuxième levier, c'est la conversion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de l'argent. Enfin, on verra aussi les leçons que j'en tire. Mon but, c'est pas forcément de te... je vais évidemment te montrer tout ce qu'il y a eu, sans rien te cacher, mais je voudrais aussi qu'on prenne du recul pour tirer des leçons que toi-même, tu peux appliquer à ton business et qui peuvent être utiles. Ok ? Allez, let's go. Première chose, le contexte du challenge édition 5 qu'on a renommé le tremplin. Donc, je vais te réexpliquer pourquoi je l'ai renommé le tremplin. Mais tout d'abord, il faut que tu saches que les challenges, j'en organise depuis 2 ans. Le premier, il y a eu 1800 personnes et là, on visait les 10 000 personnes. Ça fait 5 éditions et sur tous ces challenges, ils ont 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de faire connaître Ramène ta fraise, qui est mon entreprise. Aujourd'hui, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et cette année, je t'en parlerai de mes chiffres à un autre moment, mais en tout cas, déjà, c'est faire connaître l'entreprise auprès d'un maximum de ses cibles, ses prospects qui sont des entrepreneuses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de promouvoir notre produit qu'on appelle le bootcamp qui aide les entrepreneuses à prendre la parole sur LinkedIn et à développer un canal de clients régulier et de sortir du bouche-oreille ou de lancer un nouveau produit ou une offre pour celles qui n'en ont pas. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est aussi d'avoir une expérience qui, en dehors du fait qu'elles achètent ou pas, soit déjà une expérience transformative. Je veux donner à ces femmes, pendant 5 jours, même pour celles qui ne pourront pas payer le bootcamp après, je veux leur donner une expérience qui va les marquer et les aider dans leur business. Donc il y a vraiment ces 3 choses qui sont importantes pour moi. Et la dernière est extrêmement importante. Je veux que même si derrière, elles ne continuent pas avec Ramène ta fraise d'une manière ou d'une autre, elles puissent se dire « Waouh, j'ai appris plein de choses ». Et c'est hyper important. Je vois ça un peu comme un échantillon de parfum que tu peux avoir chez Sephora. Tu peux l'utiliser même si tu n'achètes pas le parfum derrière. Celles qui adorent, évidemment, vont pouvoir acheter le parfum si elles veulent vraiment avoir une vraie transformation, mais l'échantillon pourrait se suffire en lui-même. Ok ? Parce qu'on a conscience, que la majorité des pauvres sont des femmes, qu'il y a encore 20% d'écart entre les rémunérations des solopreneuses et des hommes équivalents. Et donc, on a conscience que le produit qu'on offre, il est à 3 960 € et que toutes les femmes n'auront pas accès à ça. Et donc, on a aussi pour vocation de vouloir aider un maximum de femmes, y compris celles qui ne peuvent pas encore s'offrir notre produit. Donc ça, c'est un peu les éléments de contexte. Il faut que tu saches aussi que à chaque édition du challenge, je me prends plein de haters. Les haters, c'est quoi ? C'est globalement des personnes qui ont rien de mieux à faire que de commenter et ou de critiquer. Et notamment, ce qui s'est passé récemment sur l'édition 2 du challenge, c'est qu'ils se sont ligués, se sont organisés, ils ont fait des groupes WhatsApp, et voilà, bref. Donc, ça peut aller de la simple critique au réel harcèlement. Et donc ça a été un sujet pour moi parce que ça m'a créé beaucoup d'anxiété aussi déjà à l'époque du 2e challenge. Et puis, le fait de revivre un challenge, parfois, je peux avoir cette appréhension. Donc, il a fallu que je la traite et je vais te raconter comment, non seulement
j'ai atteint des objectifs chiffrés, mais aussi des objectifs émotionnels. Et je te donne aussi l'enjeu émotionnel qui était aussi de me sentir bien pendant ce challenge, de ne pas être anxieuse sur les haters et surtout d'être 100% confortable avec ce que je faisais. Donc, on est parti sur les chiffres que je t'ai dit que je te livrerais. Donc, première chose, on visait 10 000 personnes. Finalement, on en a eu 7 000 à peu près. Je te dis à peu près parce que ça continue d'évoluer au fur et à mesure du challenge et parfois même après, ça continue à évoluer. Mais grosso modo, on va te donner ça comme base de réflexion. Donc, on a fait 70% de notre objectif, qui est en dessous de notre objectif. Deuxièmement, on a mobilisé, donc j'ai mobilisé à peu près 20 personnes qui ont travaillé sur le challenge depuis le mois de janvier. Donc le challenge, c'est 5 jours, mais en réalité, c'est 3 mois de préparation de dizaines de personnes qui œuvrent pour délivrer l'expérience. Donc 5 jours, 3 mois de préparation et chaque jour, il y a un live d'1h30. Donc moi, j'étais sur scène pendant 8 heures tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à livrer la meilleure des expériences pour ces personnes. Ok ? On a finalement, le plus important, ce qui t'intéresse, peut-être, c'est 130 ventes de notre produit. Donc 130 ventes, ça fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en 10 jours. À l'heure où je te parle, ça fait 2 semaines qu'on a depuis le premier jour du challenge. Donc ça fait à peu près, en 10 jours, allez, on va dire 2 semaines pour être large, donc 500 000 euros en 2 semaines. Ça, c'est le résultat du challenge. Maintenant, il y a aussi eu une cheville foulée. Je voulais te partager ça parce que c'était une anecdote, mais qui n'est pas là par hasard et j'en reparlerai juste après. Donc, pratico-pratique, on va d'abord commencer par la partie marketing, puis vente, puis la partie un petit peu plus émotionnelle et mindset. Donc, premièrement, l'acquisition qui n'était pas au rendez-vous. L'acquisition n'était pas au rendez-vous parce qu'on avait prévu 10 000, on a fait 7 000. On s'en est rendu compte dès la première semaine d'acquisition qui intervient 2 semaines avant le lancement du challenge. Donc on s'est rendu compte, et c'est notamment Élise qui s'en est rendu compte parce qu'elle était gestionnaire de projet sur la partie marketing. Et il y a 2 interprétations à ça. Et je t'en reparlerai après. La première interprétation, c'est on a fait plus d'efforts, c'est-à-dire qu'on a fait plus de posts. On a même mis 3 000 euros en pub alors qu'on ne fait jamais de publicité. Donc, on a vraiment mobilisé plus d'efforts pour avoir les mêmes résultats qu'au challenge précédent. Donc, ça veut dire qu'on a dépensé plus pour avoir autant. Et ça nous a dégoûté un peu. Et quand il t'arrive ça, je te conseille aussi de le faire, c'est de pas forcément te dire « Ah oui, qu'est-ce que je suis nulle, merde, c'est bon, mon business est fini », mais plutôt essayer de comprendre d'où ça vient. En creusant, on s'est rendu compte que il y a plein de gens qui cliquaient sur le lien du challenge, du tremplin, mais qu'ils n'allaient pas forcément au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'ils arrivaient sur la page de capture du challenge, mais que derrière, ils ne laissaient pas leur email. Pour moi, j'ai 3 interprétations à ça. La première interprétation, c'est que avant, ça s'appelait le challenge LinkedIn. Donc, c'était pas très ciblé. Aujourd'hui, ça s'appelle le tremplin des entrepreneuses. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas entrepreneuses, en fait, finalement, elles ne vont pas se reconnaître et potentiellement, elles ne vont pas cliquer. Donc, ça, c'est la première explication plausible. Deuxième explication, c'est aussi le fait qu'on ait appelé ça tremplin. Les gens adorent les challenges. Nous, on a fait le choix radical, et je t'expliquerai pourquoi après, d'appeler ça en tremplin. Et finalement, peut-être que la proposition de valeur était moins importante. Et la troisième raison, c'est que avant on demandait les prénoms et les adresses mail. Et là, on a demandé les prénoms, les adresses mail. Et on a demandé 2 éléments en plus. Le premier, c'est le numéro de téléphone. Et le deuxième, c'est l'avancement business. Et il faut savoir que sur Internet, les données, c'est comme de l'argent. En fait, tu vas pas donner ton numéro de téléphone à n'importe qui. De la même manière, tu ne donneras pas ton email à n'importe qui. Et il faut voir ça comme des données des personnes qu'il faut, entre guillemets, gagner. Donc, plus tu vas demander de données et plus la personne, en fait, a de chance pour qu'elle ne s'inscrive pas. Si tu demandes juste l'email, tu vas peut-être avoir sur 80% de conversion sur ta page. Donc, sur 100 personnes, il y a peut-être 80% qui vont donner. Si tu rajoutes le numéro de téléphone, tu vas tomber tout de suite à 50%. Donc, ça, c'est des choix qu'on a fait pour avoir plus d'informations sur les personnes qui rejoignent le tremplin pour leur offrir une meilleure expérience. Mais la contrepartie, c'est que, du coup, on a eu moins de conversion. Donc, 3 explications. Changement de proposition de valeur. Deuxièmement, c'est le fait de demander plus de choses. Et la troisième chose, c'est plus de données. Et la troisième chose, c'est d'axer sur les entrepreneuses, là où avant, il y avait aussi un peu tout le monde. Il y avait des touristes, des gens qui n'avaient rien à faire là, qui n'étaient pas entrepreneuses, qui ne seraient jamais intéressés par notre produit, ni par Amène ta fraise, et qui venaient quand même. Donc, on a fait ce choix-là de le faire. Et ça a mené à cette conversion. Mais on a quand même beaucoup misé sur l'acquisition et ça n'a pas suffi à compenser. Du coup, on a fait, au moment où on s'est rendu compte de ça, donc ce qui est bien, c'est que, je t'en parlerai après sur la gestion un peu d'équipe, mais Edith s'en est rendu compte rapidement. Donc, on avait déjà des protocoles mis en place et notamment, on a fait sauter le numéro de téléphone et on a mis en place d'autres éléments d'acquisition qui nous ont permis quand même d'arriver à 70% de notre objectif, ce qui n'est pas 100%, mais qui, on aurait pu être à 50% si on n'avait pas mené toutes ces actions.
Donc, la première chose que je voulais te dire, c'était de mettre en valeur cet impact-là. Ça a été aussi un petit peu la panique quand on s'est retrouvé à la première semaine à se dire waouh, en fait, on va même pas faire 50%, c'est chaud. Heureusement, on a sauvé les meubles et notamment en mobilisant encore plus nos challengeuses, en leur donnant encore plus de valeur, en leur donnant encore plus envie de partager autour d'elles. Aussi, on a mobilisé l'équipe, donc on leur a demandé de faire des posts, etc. Bref, on a activé pas mal de leviers et pour la première fois, on avait mis 3 millions en pub. Donc voilà, on n'a pas forcément augmenté le budget de pub parce qu'on n'avait pas forcément de retour sur qu'est-ce que ça allait nous apporter. Donc ça, on a choisi de pas le faire. Donc on a choisi, dans les situations de crise, de plutôt se rapprocher des leviers qu'on sait qui fonctionnent plutôt que d'aller remettre de l'argent sur un pilier qu'on ne connaît pas, qui est la pub. On n'a pas bougé ça. Et par contre, ce que j'ai fait, qui a été probablement pour moi l'action la plus efficace, c'est de se dire, OK, on a moins de personnes, mais par contre, celles qui sont là, on va les surdélivrer. Il y a moins de meufs, mais celles qui sont là, on va leur faire vivre leur meilleure vie. Et donc, 2 éléments principaux. Le premier, c'est que j'ai redoublé d'efforts sur la qualité des contenus qu'on a donnés. Je suis repassée sur pas mal de contenus pour redonner une expérience incroyable, et je t'expliquerai juste après. Et la deuxième chose aussi qui s'est passée, c'est que j'ai avancé la partie vente. En fait, on avait prévu de vendre au jour 4 et en voyant qu'il y avait moins de monde, ce qui nous laissait que 2 jours en fait pour parler de notre produit, on a avancé au jour 2. Et on s'est dit qu'en ayant 2 fois plus de temps pour parler de notre produit, et potentiellement, on aurait plus de possibilités aussi de le faire connaître. Et ça, c'est intéressant parce que, et je voudrais parler un petit peu de cette partie mindset avant de partir sur la partie équipe. En fait, ce changement d'état d'esprit, il vient du fait que j'avais très peur de vendre. C'est assez paradoxal d'avoir réussi à monter une boîte à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais j'avais très peur de vendre parce que il y a une partie de moi qui ne se sentait pas légitime de parler de mon produit dès le 2e jour. En fait, j'avais peur que les participantes pensent que cette expérience n'apporte pas de valeur puisque je parle de mon produit direct. Je voulais pas du tout les refroidir et comme je savais que cette expérience, elle pouvait être consommée même sans acheter le produit, j'avais peur qu'elles interprètent le fait que je parle de mon produit comme « Ok, elle est juste là pour vendre son truc ». Et donc, finalement, c'est ce qui m'a poussée à parler du produit du bootcamp à la base au jour 4. Et d'ailleurs, c'était assez délétère puisque elles avaient 1, 2, 3 jours où c'était full contenu et puis après, bam, on te fait de la vente. Et du coup, on te fait 50% de vente pendant 2 jours. Et donc, le changement que j'ai eu, c'était de me dire, au lieu de les gaver de vente pendant 2 jours parce qu'on est obligé du coup de vendre plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer le fait de parler de notre produit, de parler du bootcamp au jour 2. Pour plusieurs raisons, comme ça on a une plus longue phase de vente, mais en plus, comme ça, elles vont pas être saoulées pendant 2 jours où on parle tout le temps du bootcamp. Et donc, je te partage ce truc-là parce que pour moi, ça a vraiment changé ma manière de faire. La première chose, c'est que je me suis dit, en quoi c'est mieux pour elles qu'on parle du bootcamp au jour 2. C'est mieux pour elles parce qu'elles vont pas bouffer du bootcamp le jeudi et le vendredi H24 à plus savoir qu'en faire, mais plutôt apprendre à connaître ce produit dès le début. La deuxième chose, c'est que je me suis posé la question de pourquoi j'avais peur de vendre. Qu'est-ce qui se passait en moi pour que j'ai peur de parler de ce produit? Alors que c'est un super produit, qu'il a aidé des centaines de femmes, que je sais qu'il marche et qu'on a des résultats qui sont incroyables. J'en suis super fière. Et je me suis posé la question de quel message je faisais passer à ces femmes en ayant moi-même peur de vendre, alors même que je leur dis qu'il faut qu'elles se rendent visibles et qu'elles se vendent et qu'elles parlent de leur expertise. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'incarner? Aujourd'hui, les femmes, elles sont encore payées moins que les hommes en tant qu'entrepreneuses. Et c'est aussi parce qu'on n'investit pas les sphères d'argent et de pouvoir. Alors, est-ce que je suis OK avec le fait d'avoir honte et de peur de vendre mon produit plutôt que d'en être fière? Et quel rôle modèle je crée en montrant à 7000 femmes qu'on peut à la fois parler de son produit, à la fois se vendre et vendre, tout en apportant de la valeur? Est-ce que c'est pas plutôt ça que j'ai envie de créer, plutôt que, OK, prenez des trucs et puis après, hop, pardon, désolé, on va vendre le produit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à concilier un peu ces 2 choses et finalement à être hyper fière. Et c'était probablement le truc le plus amusant à faire. Au lieu de me dire, je vais bourriner les 2 derniers jours sur la vente, je me suis posé la question de comment je pouvais amener de la vente subtilement et aligner avec mes valeurs. Et donc, j'ai dû définir mes valeurs. Qu'est-ce que c'est que mes valeurs? C'est apporter un maximum de contenu gratuit, faire en sorte que l'expérience soit consommable, même sans le bootcamp. Mais qu'est-ce que je mets comme barrière sur là, t'es trop vendeuse, là, c'est chiant, là, etc. La première, c'est de respecter le 80-20. 80% d'amour, 20% de vente. Et il se trouve que j'ai réussi à le faire sur les jours 2, 3, 4 et 5. La deuxième chose, c'est de le faire, d'être persuadée à 100% que
ce que je vais leur offrir correspond à leurs problèmes. Et ça, je l'ai fait en étudiant chacune de leurs candidatures. Et la troisième chose, c'est être réaliste dans ce que je propose et la transformation que je propose. Et donc tout ça, j'ai réussi à l'incarner et du coup à me dire, mais en fait, je sais pas pourquoi je me freine. Et donc, je me suis rendu compte que même à mon niveau de business, en fait, je me freinais sur la vente par peur de ce que ça pouvait dire de moi, etc. Et donc ça a été un vrai changement. Je sais pas si ça te parle, cette partie un peu mindset, c'est pas très palpable. Dis-moi en commentaire si t'apprécies, parce que voilà, j'ai l'impression moi de mon côté que c'est pas vraiment le type de contenu que je fais, mais ça a été probablement ce qui m'a le plus aidé. J'en ai aussi fait quelque chose de marrant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je donnais un template, je montrais aussi comment une de nos participantes l'avait utilisé, de nos clientes l'avait utilisé, pour montrer, c'est quoi la différence entre utiliser un template sans le bootcamp et avec le bootcamp, et leur montrer à quoi ressemble la réussite quand on a une stratégie derrière. Le résultat de ces actions-là, ça a été le suivant. En 5 jours, on a généré 400 appels. Et sur ces 400 appels qu'on a réussi à absorber en quasiment une semaine, donc ça a été quelque chose de drastique avec l'équipe de candidature qui s'occupe de traiter les candidatures, puisque c'est uniquement sur candidature, il y a des appels de 30 minutes, donc l'équipe a surperformé puisqu'il y a une capacité d'absorption qui était énorme, là où avant on n'avait pas du tout cette capacité. Même si les personnes prenaient un appel, en fait, il y avait de l'attente sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui faisait retomber le soufflet. Donc là, ce qui a particulièrement bien marché sur la partie candidature et passage vers le bootcamp, c'est que ces appels, on avait créé une équipe qui est capable d'absorber ces 400 candidatures en un temps record et surtout de manière extrêmement efficace, puisque sur ces 400 personnes, il y a à peu près 30% qui rejoignaient le programme. Et surtout, il y a des personnes à qui on dit non. Donc, faut s'imaginer que sur ces 400 appels, il y en a certaines qui choisissent finalement de ne pas rejoindre, mais surtout des personnes à qui on dit non parce que c'est pas fait pour elles, parce qu'elles n'ont pas de profil, parce qu'elles sont pas motivées, parce qu'elles sont pas investies, on sait que ça va pas marcher. Donc, voilà, grosso modo, sur les différents pôles, acquisition, avec les 70%, la conversion, donc ce qu'on a mis en place sur le fait d'avancer les ventes et surtout de recréer une expérience de vente intégrée au contenu et pas genre d'abord plein de contenu, puis ensuite plein de ventes. Et dernière chose aussi, la partie candidature, passage sur le produit, des 400 appels qui ont particulièrement performé. Et pour ça, c'est une surperformance. Il n'y a pas de bémol sur ça. On a absorbé des appels plus rapidement qu'on n'avait jamais fait et avec encore plus d'efficacité. Ce que je t'ai pas traité, c'était aussi, et pour moi qui est hyper important, c'est de l'équipe. Je t'ai parlé de 20 personnes. On n'a jamais été aussi bien organisé. Je voudrais te le partager parce que quand on arrive à un certain niveau de business, on se retrouve à déléguer. Et déléguer, c'est pas facile. Et moi, je déléguais avec beaucoup de charge mentale. C'est-à-dire que même si quelqu'un faisait quelque chose dans mon équipe, en fait, je gardais la charge mentale parce que je n'étais pas sûre que c'était bien fait, parce que je voulais la vision terrain, parce que j'avais l'impression de donner une balle à quelqu'un et que après, elle allait me la rendre, mais je sais pas dans quel état. Donc, je devais faire confiance, les yeux fermés, à la personne et je savais pas, en fait, ce que ça pouvait représenter. Tu peux t'imaginer qu'un challenge, ça représente entre 20 000 et 80 000 euros d'investissement en fonction. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que quand tu mets ça sur la table, en fait, c'est hyper dur de te dire, OK, je vais faire des trucs à des gens et puis je vais fermer les yeux et puis je reviendrai et puis ce sera fait et puis on verra bien le résultat. Ça me donnait beaucoup de charge mentale. Et ça, c'est peut-être une des choses qui a le plus changé dans les différentes éditions. C'est la charge mentale que je pouvais avoir sur l'équipe. Et comment j'ai changé ça en intégrant ce que j'appelle, moi, la position tour de contrôle. La position tour de contrôle, c'est quoi? C'est que sur tous les items dont je t'ai parlé là, donc acquisition, conversion, vente, il y a une personne qui était chef de projet et responsable. Cette personne, c'est la tour de contrôle. La tour de contrôle, elle doit me donner à moi, Nina, des informations qui me permettent de savoir que tout va bien sur le terrain, sans avoir besoin de rentrer sur le terrain, de rentrer dans l'avion. Donc, elle doit me donner les informations de la position de l'avion. Est-ce que l'avion va bien? Est-ce que la pote va bien? Est-ce que l'acquisition est OK? Sans que moi, j'ai besoin de rentrer dans l'avion avec toutes les turbulences que ça comporte. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en amont, avec ces personnes-là, j'ai défini des protocoles. On a défini ensemble des indicateurs clés de succès. Donc, notamment sur l'acquisition, c'était le nombre d'inscrites, mais aussi le nombre de personnes qui participaient au live. Et notamment sur la partie vente, c'était la partie combien il y a de rendez-vous de candidatures qualifiées. Et donc, ces personnes-là, elles avaient la possibilité de mettre soit vert quand c'était dans les clous, soit orange quand on était 30% en moins, soit rouge quand on était 50% en moins. Donc, elles devaient suivre des indicateurs tous les jours, reporter ces indicateurs, et surtout, quand il y avait 2 indicateurs orange, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des protocoles. Donc, Élise, qui est sur la partie acquisition, quand elle a vu que plus de 3 jours de suite, on avait une acquisition à moins de 50%, elle a pu mobiliser dans tous les protocoles qu'on avait imaginés ensemble de secours. Elle a pris les meilleurs protocoles qui correspondaient à cette situation et elle les a appliqués sans mon intervention. Et donc ça, c'était beaucoup d'allègement pour moi parce que elle avait la capacité d'appliquer la stratégie sans même elle être
comme cœur de métier le marketing, mais elle est super forte et elle est super légende et c'est une super chef de projet. Donc elle a réussi, elle a suffisamment communiqué avec moi. Et en fait, elle a pu appliquer ses protocoles et moi, je voyais mes signaux passer du orange au vert une fois qu'elle avait réussi. Donc, grâce au fait d'avoir prévu la stratégie, d'avoir mis en place des positions tour de contrôle avec des indicateurs, moi, j'ai préservé vraiment ma charge mentale. Et sur le terrain, les équipes, elles avaient aussi la capacité de prendre des décisions, là où avant, elles étaient très tributaires de ce que moi, j'allais dire, puisqu'elles ne savaient pas quoi faire si jamais ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'aurais donné des protocoles. Pareil pour Alexandra sur la partie candidature. Sur la partie conversion, c'était que moi. Donc, c'était moi et moi-même. Et d'ailleurs, je ne recommande pas parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas de position tour de contrôle et j'ai dû à la fois produire tous les jours, être enfermée pour faire des lives. Donc, je finissais un live, je devais produire pendant 24 heures mon live et à la fois le livrer le lendemain sans avoir de retour tour de contrôle. Donc, je recommande pas de faire ça. J'aurais dû avoir rétrospectivement quelqu'un qui me donne les informations. Donc ça, c'était vraiment sur la partie, ce qui m'a fait du bien émotionnellement sécurisé. Et la deuxième chose que je voudrais partager aussi, je t'ai parlé des haters, je t'ai parlé des personnes qui venaient critiquer publiquement ce que je faisais. Alors, il faut savoir que la majorité du temps, c'est des concurrentes ou des concurrents. Donc, c'est toujours des gens qui font à peu près la même chose que moi. Et donc, déjà, ça s'appelle le dénigrement commercial, donc c'est pas autorisé en France. Mais surtout, en fait, moi, ça me crée en fait dans une période où je dois être très concentrée sur mon objectif, en fait, ça me déconcentre. Aujourd'hui, ça me fait plus de mal, mais ça continue de me déconcentrer, ça continue de me mettre de la charge mentale. Et donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle le bouclier féministe. J'ai mis en binôme une community manager qui devait aller regarder partout sur LinkedIn s'il y avait des gens qui se remettaient à me harceler, dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, juste critiquer ouvertement. Et elle était en binôme avec une avocate qui, elle, avait pour objectif de savoir si ce qu'elle faisait, ces personnes-là, étaient légales ou pas, et de mener les actions qui sont, à l'heure où je te parle, toujours en cours, donc je ne peux pas t'en parler. Mais je te ferai un épisode dédié si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire ou voilà, d'une manière ou d'une autre, comme ça je pourrais le faire. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont permis de vivre une meilleure expérience. Je n'ai jamais vécu une aussi bonne expérience du challenge. Là où avant, j'avais l'impression d'être un star dans ma roue et qu'il y avait toujours un truc qui avait pété, que ce soit sur la conversion, l'acquisition, que ce soit les haters, etc. En fait, le fait d'avoir une équipe, d'avoir des positions tour de contrôle, d'avoir aussi vraiment réfléchi à des protocoles d'échec et que ce soit pas un jugement sur ma valeur et sur ma production, mais plutôt sur juste des éléments à changer au cas où il y ait tel ou tel scénario, a été probablement ce qui m'a le plus donné de confort. Et les résultats sont là puisqu'on n'a jamais fait autant de ventes sur un challenge, malgré le fait qu'on ait fait moins d'acquisitions prévues. Donc ça, je l'interprète de plusieurs manières. La première manière, c'est cette capacité d'ajustement grâce aux positions tour de contrôle. La deuxième chose, c'est qu'on avait moins de personnes, mais des personnes plus qualifiées, accepter d'avoir moins de monde, mais des personnes qui sont vraiment des prospects. Probablement qu'on n'a jamais eu 7000 entrepreneuses dans les challenges précédents, puisqu'on avait à la fois des entrepreneuses, mais aussi des personnes qui étaient salariées, qui n'avaient jamais envie d'entreprendre. Donc là, on a eu des entrepreneuses, des personnes qui voulaient se lancer, qui avaient en tête de se lancer, ou des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, même quand on était salariés, avaient cette dimension mindset, entrepreneuriale, et j'ai envie de me montrer et de prendre l'espace. Donc ça, c'est moins, c'est mieux. Ça, c'était trop bien. Et surtout, la capacité qu'on a eue d'amélioration drastique de notre conversion au travers de moi-même réinvestir la vente en me disant que c'est cool, en fait, de parler d'un produit dont on sait qu'il fonctionne, qui marche, et de le faire de manière amusante. À la fois pour les personnes qui regardent et à la fois pour moi. Ça m'a décomplexée et je me suis sentie hyper heureuse, hyper enthousiaste. Et donc, je donnais cette énergie-là. Et dernière chose, le fait d'être sécurisée émotionnellement au travers des haters et des choses qui pouvaient m'impacter. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus mon sujet de savoir si les gens viennent m'embêter. C'est juste un problème traité par mon équipe. Je ne le vois même pas. Donc, les leçons qu'on peut en tirer, il y en a plusieurs. La première, et je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que certes, on a fait 500 000 € en 10 jours, mais il faut que tu vois que c'est un travail qui a duré 3 mois. Et surtout, que les challenges, au bout de 5 éditions, ce qu'ils créent, c'est qu'ils créent de l'étirement. 2 fois par an, on passe d'une boîte qui fait 1 à une boîte qui fait 10. Et donc ça a plusieurs implications. C'est qu'il faut passer de un marketing qui fait 1 à un marketing qui fait 10. Des ventes qui font 1 à des ventes qui font 10. Donc ça implique quoi? Ça implique d'être capable de recruter des gens pour opérer, d'avoir des systèmes d'opération, parce que on ne fait pas faire quelque chose à une personne de la même manière qu'à 10 personnes. Donc il faut avoir des protocoles et des structures qui leur permettent de rentrer, d'appliquer ce qu'on a dit dans les protocoles et d'être capable de le faire correctement avec plus de résultats.
Donc faire x1, en fait, quand on passe à x10, c'est pas juste remettre des pièces dans la machine, c'est créer en fait tous les protocoles qui vont permettre à la fois d'avoir plus de personnes qui vont faire les entretiens de candidature, plus de personnes qui vont être capables de livrer du meilleur contenu, parce que moi, j'aurais pas été capable toute seule de faire x10, en fait, toute seule, j'aurais jamais été capable, j'en profite parce que je leur envoie de l'amour, mais j'aurais jamais été capable de faire toute cette expérience-là sans les personnes qui étaient là, notamment Edix, notamment Alexandra, notamment Julia, notamment Anso, enfin, voilà, ces personnes-là, en fait, c'est vraiment mon équipe rapprochée, mais il n'y a pas qu'elles. En fait, elles ont fait produire des gens. C'était des tours de contrôle, mais qui pilotaient des avions. Et il fallait que tous les avions soient coordonnés. Et donc, tu vois, quand tu commences, enfin, moi, en tout cas, le passage que j'ai fait, c'est que je suis passée de moi-même piloter des avions, donc être le pilote de l'avion, à être la tour de contrôle. Et aujourd'hui, je suis la position centrale des tours de contrôle. Et donc, tu vois, ça implique aussi de mettre en place des avions qui savent où aller et qui potentiellement arrivent du jour au lendemain. Donc, quand tu passes de 1 à 10, tu vas faire rentrer plein d'avions et il faut t'assurer que tous ces avions connaissent bien leur ligne et se rendent pas les uns dans les autres. Et donc ça, c'est probablement le truc le plus difficile et donc ça étire la boîte. Ça rajoute beaucoup de charge mentale, beaucoup de bruit. Et c'est ce qui a été hyper difficile, je pense, précédemment et qu'aujourd'hui, j'ai un peu réussi à traiter grâce à cette position tour de contrôle et surtout grâce aux personnes incroyables que j'ai autour de moi qui sont pour moi la bonne équipe que je n'avais peut-être pas avant, en tout cas peut-être pas identifiée, et surtout dans laquelle j'avais hésité à investir. Et je te donne le deuxième chose, c'est que ce challenge, il a coûté environ entre 50 et 80 000 euros. Et donc, tu vois que investir, c'est aussi ça qui m'a permis, moi, de créer du confort. Et avant, j'essayais de piloter l'avion, d'être la tour de contrôle et de tout faire. Et accepter, en fait, de prendre le risque, d'avancer cet argent, d'avancer cette trésorerie pour offrir une meilleure expérience, pour offrir du confort aussi à moi-même. Et on voit les résultats, mais je te donne aussi ce que ça a coûté, ces résultats. Et quand je te donne là, ces 80 000 euros, c'est sans compter tout ce que ça coûte après derrière de livrer le bootcamp. Le bootcamp derrière, on paye beaucoup de gens aussi pour livrer cette expérience de la meilleure des manières puisque c'est accompagné sur mesure. Donc, il y a 2 personnes de l'équipe pour pour 10 participantes. Pour 5 participantes, il y a 1 personne. Donc ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas la marge globale, c'est vraiment encore après, il y a la marge sur le produit. Donc voilà, mais c'est en plus de tout ça. Voilà ce que ça crée. Donc plusieurs choses. Première chose, c'est étirer la boîte du jour au lendemain. C'est comme si tu passais de 0 à 300 km/h sur l'autoroute. Donc il faut savoir que ça coûte et il faut être entre guillemets équipé pour ça et préparé. Donc 3 mois de préparation, plus aussi la leçon que j'aimerais t'apporter, à part cette partie-là, c'est la partie un peu état d'esprit. C'est OK de vendre. Moi, je pense que ça a changé ma vie quand je me suis rendu compte que je voulais incarner le fait d'être une femme qui propose une expérience de transformation qui fonctionne et d'être fière de ça, que tu vendes du freelance, que tu vendes du coaching, que tu vendes de la prestation de service. En fait, être fière de ce que tu fais, c'est aussi génial et je pense que le niveau de qualité qui est atteint par l'expérience qu'on offre dans notre produit avec le niveau d'accompagnement, il existe. Il est rare et donc en parler, je devrais en être fière et j'ai eu envie aussi d'incarner cette fierté-là pour les femmes qui peut-être hésitent à le faire. Donc ça m'a beaucoup décomplexée et que ça peut être amusant de vendre. Ça peut être fun pour moi et pour les gens. Ensuite, on a eu moins de monde, mais plus qualifié. Ça, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait moins de gens, mais la conversion était en fait meilleure. Les managers tour de contrôle, je t'en ai parlé. Et ces managers tour de contrôle ont permis aussi de mener des actions correctives. Dès qu'on voyait qu'il y avait des rouges, des oranges, on menait des actions qui ont permis d'ajuster le tir au fil de l'eau. Là où avant, on lançait un train, un TGV, et puis on espérait qu'il arrive à destination sans avoir de jalons pour ajuster. Dernière chose aussi que je voudrais te partager, ce que la leçon que j'en tire, c'est aussi personnellement. Pendant ces 5 jours, je me suis autorisée à me dire que je faisais tout ce qui me faisait plaisir. C'est-à-dire que j'ai pris 5 jours, je me suis enfermée dans la pépinière qui est à la fois mon tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est quoi? C'est un endroit où tu as ni de travail domestique, c'est-à-dire t'occuper de tes enfants, de ton mec, de ta meuf, de ta propre lessive, de ta propre cuisine. Donc toute la charge domestique. C'est un tiers-lieu, c'est un lieu où tu n'as pas ta charge domestique, tu n'as pas ta charge de travail, c'est-à-dire de travail commercial, marchand, c'est-à-dire de travail pour lequel tu es payé. Mais un lieu qui est pour toi, c'est un lieu ressource. Et moi, j'ai créé ce lieu ressource. Si tu n'as pas lu la newsletter que j'ai écrite à ce sujet, tu peux aller la voir. Je la mettrai en description. Et en gros, avoir un lieu où j'ai pas de charge domestique. Et pendant 5 jours, je me suis enfermée ici. J'ai livré le meilleur et j'ai aussi pris des vacances de ma vie domestique. Ça veut dire que j'ai pas de question de à quelle heure je dois aller chercher mon enfant, à quelle heure je dois le déposer, qui fait à manger, quand est-ce que vient la nounou, à quelle heure la babysitter. Et prendre des vacances de ça, m'autoriser à prendre des vacances de ça,
Et m'autoriser à prendre 5 jours pour me concentrer sur ça, c'était aussi accepter de prendre des vacances de sa vie domestique. Et on prend toujours des vacances du travail marchand qu'on fait, mais jamais du travail domestique qu'on fait. Et donc, pendant ces 5 jours, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des plats commandé des plats que j'adorais. Donc, j'ai pas fait la cuisine, j'ai fait aucune tâche ménagère et je me suis laissé des vacances. Et donc, tout ça, ça m'a donné aussi beaucoup d'espace, à la fois pour livrer encore mieux ce que j'avais envie de livrer, mais aussi pour me ressourcer. Et je me suis beaucoup ressourcée parce que les lives, c'était de 12h30 à 14h. Et à partir de 14h, j'avais 24 heures pour créer le live suivant, mais aussi pour me recharger. Et c'est parce que j'avais pas tout le reste que j'ai pu aussi me recharger. Et je me suis traitée pendant ces 5 jours de challenge comme la personne la plus importante de ma vie et qui devait être le plus confortable. Donc, je me suis aussi fait faire avant le challenge des massages. J'ai commandé des plats, je te l'ai dit. Et donc, je me suis traitée comme Beyoncé. Et finalement, je me suis rendu compte, après ce challenge, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ça tout le temps? Alors, je parle pas de la partie domestique où, évidemment, il faut que je passe du temps et que j'ai envie de passer du temps avec mon enfant, mon mari, etc. Mais je parle de la partie de se traiter comme Beyoncé. Pourquoi il a fallu que j'attende 5 jours où je me disais, mais Nina, faut absolument pas que tu te fasses mal, faut absolument que tu fasses attention à toi parce que si t'es pas là, il y a personne sur scène, il y a personne qui fait honneur au travail de toute l'équipe. Donc là, on compte sur toi. Il a fallu qu'il y ait cette pression pour que je m'autorise à prendre soin de moi. La question que tu peux te poser toi, si tu étais le pilote d'un avion, que dans cet avion, il y avait toute ta famille, les gens que t'aimes, ton équipe, il y avait ton business, comment tu traiterais le pilote de cet avion? Et maintenant, deuxième question. Par exemple, c'est toi le pilote de l'avion, et pourquoi tu ne te traites pas comme tu pourrais traiter ce pilote? Ce pilote, tu lui dirais de bien manger, de bien dormir, de faire des massages, tu lui dirais de bien se traiter. Alors pourquoi tu fais pas ça pour toi-même? Et donc aujourd'hui, je repars évidemment avec toutes les leçons business que je t'ai partagées, mais aussi avec cette envie de me dire, n'attends pas d'être dans des moments critiques où si tu ne délivres pas, concrètement, la boîte ferme et les gens qu'on emploie aussi avec. Pourquoi tu as dû attendre d'en arriver là pour aussi encore plus prendre soin de toi? Voilà ce avec quoi je repars aussi de ces 5 jours, plutôt état d'esprit. Et dernière chose, comment je peux me protéger? Et donc, j'ai créé des remparts de protection. Et les remparts de protection, c'est mon équipe que j'embrasse et à qui je dis merci 1000 fois. Remparts de protection au travers des indicateurs vert, orange, rouge et au travers aussi de la cellule du bouclier féministe qui est, en fait, créer des remparts de protection qui vont toi aussi te mettre dans les meilleures dispositions. Et parce que pendant 5 jours, j'ai été moi-même heureuse, j'étais moi-même bien, j'étais moi-même contente, et j'ai réussi à créer une expérience aussi qui était hyper génial pour les participants. Au travers de tout ce que je t'ai partagé dans cet épisode, j'aimerais te passer un seul message. Quand on voit sur le papier 500 000 € en 10 jours, on voit toujours le rêve que ça envoie. On voit toujours le côté « Ah ouais, mais c'est génial, oh waouh, super performance ». On partage toujours « Waouh, à quel point c'est fou ». Et j'espère au travers de cet épisode t'avoir montré aussi les coulisses, les ratés, les échecs, les questions, les anxiétés que j'ai vécu non seulement sur ce challenge, mais que je vis au quotidien et au travers aussi des challenges précédents. J'espère te donner une vision plus réaliste de ce que c'est qu'entreprendre, à la fois sur cet aspect-là, tout n'est pas beau, mais aussi sur la partie marge, parce que le chiffre d'affaires, c'est pas la marge. Et que souvent, on voit beaucoup de gens dire « oui, je fais ça », mais rarement expliquer tous les tenants et les aboutissants. Et donc, on pourrait dire 500 000 € en 10 jours, mais on pourrait aussi dire que ça a pris 3 mois à organiser. On peut aussi dire que ça a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros d'en arriver là. Et je voudrais apporter beaucoup plus de nuances. Si cet épisode t'a plu, dis-le moi pour que je puisse réitérer cette expérience de parler toute seule pendant une demi-heure, ce qui était entre nous une expérience assez perturbante. Donc si tu as envie que ça recommence, dis-le moi en commentaire et surtout dis-moi ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode. Tu trouveras aussi en lien de description la newsletter pour pas rater le prochain, s'il y en a un, s'il y a suffisamment de personnes qui me disent que c'était bien pour que je recommence et que je refasse cet exercice qui passe pas si naturel que ça. Si à l'inverse il y a des sujets que j'ai effleurés et pas assez traités à ton goût, dis-le moi en commentaire que je puisse trouver de nouvelles idées parce que ça m'aide aussi à créer du contenu. Et ce qui me motive encore plus dans ce projet, c'est de savoir que ce que j'apprends, ce que je fais, ça sert à d'autres femmes. Donc plus je vais voir aussi que vous êtes là et que ça vous aide et plus ça va me donner de l'essence dans le moteur, comme on dit. Donc, s'il vous plaît, construisez ce format avec moi, si vous êtes d'accord. Et de manière générale, ce podcast, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on arrive à le construire ensemble. Donc, un grand merci d'être resté jusqu'à la fin. Tu fais partie des warriors qui sont restés jusqu'à la fin. Et encore une fois, n'oublie pas de liker, de commenter, c'est ce qui me donne le plus de force. Et tu retrouveras tous les liens en description
pour retrouver le prochain épisode. Je te dis à très vite sur le divan des patronnes en studio avec une autre entrepreneuse et sur le canapé de la patronne quand le prochain épisode sortira. Comme tu le vois, là, on a commencé bien et puis là, je suis affalée sur mon canapé pour celle qui me voit sur YouTube. Pensez-vous à vous abonner, mais vraiment, on est passé en mode « Allez, ça y est, on est comme à la maison ». Je vous dis à très vite.